Dans l'actualité ce soir, le soulagement à Nevers. L'adolescente de 14 ans retrouvée hier après 5 jours de fugue avec un pédophile n'a subi aucune violence. Elle est rentrée chez elle. Les risques d'Internet sont à nouveau pointés du doigt. Entre un tiers et 50% de grévistes dans l'éducation, davantage encore dans l'école primaire. Le mouvement des enseignants contre les suppressions de postes a été bien suivi. Le gouvernement relativise. Nicolas Sarkozy présente son arme anti-crise, le fonds souverain à la française avec 6 milliards d'euros d'argent frais. La bourse a replongé aujourd'hui au plus bas depuis 5 ans et demi. C'est parti depuis 17 h pour le vote au Parti socialiste. 230 000 militants sont appelés à élire leur chef. En cas d'absence de majorité absolue, il y aura un second tour demain. Les familles traditionnelles toujours moins nombreuses. Un enfant sur 4 en France vit désormais avec un seul de ses parents. Le nombre de séparations continue d'augmenter. Enfin, nous irons à Dubaï visiter le dernier symbole de la folie immobilière, l'extravagant hôtel Atlantis inauguré ce soir. Mais on verra que là-bas, comme ailleurs, la bulle spéculative est en train d'éclater. C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord donc les suites de cette affaire d'enlèvement dont nous vous parlions hier. La collégienne de 14 ans est bien saine et sauve. Elle dit elle-même n'avoir fait l'objet d'aucune contrainte. Mais pour la justice, il s'agit bien d'une séquestration. Zindine Boudaoud, David Fossard. Hier soir, Angélique a retrouvé ses parents venus la chercher à la gendarmerie de Nevers. L'adolescente de 14 ans est en bonne santé. Elle était recherchée depuis vendredi dernier. Depuis sa fugue de l'internat d'un lycée de Dieuze en Moselle. Elle a confié à ses copines qu'elle n'allait pas bien, qu'elle avait des problèmes. À midi, j'ai demandé à une copine à elle, elle m'a dit ouais en fait elle cherche avec un gars et je sais pas ce qu'elle fait avec lui et tout. Mais en fait elle était à l'internat en études et puis ils ont dit qu'elle est partie aux toilettes et depuis elle est plus revenue. Angélique a pris le train direction Marne-la-Vallée pour retrouver l'homme de 44 ans avec lequel elle discutait régulièrement sur Internet, sans connaître, semble-t-il, ni son âge exact, ni son visage. Elle le suit de Marne-la-Vallée à La Rochelle, puis Clermont-Ferrand, Montluçon et Nevers. La fugueuse ne le sait pas, mais l'homme a déjà été condamné à 2 reprises pour atteinte sexuelle sur des mineurs. Les gendarmes les suivent à la trace, grâce à la géolocalisation des portables. Après une course-poursuite, l'homme est arrêté. Angélique est à ses côtés, elle n'a subi aucune violence. Il n'apparaît pas que celle-ci a fait l'objet d'actes de séquestration. Elle a quitté volontairement, d'une part, son internat, elle a suivi son détourneur volontairement aussi, et elle a eu des relations sexuelles avec celui-ci également volontairement, sans contrainte aucune. Le suspect est décrit par les enquêteurs comme séducteur et manipulateur. Pour brouiller les pistes, il avait d'ailleurs anonymement téléphoné aux gendarmes pour signaler l'enlèvement de la jeune fugueuse. L'homme sortait d'1 an de détention provisoire pour des faits similaires. Aux yeux de la justice, il serait en récidive légale et encourt une peine de 10 ans de réclusion. Et une fois encore, on s'interroge sur ces forums de discussion sur Internet. De quoi s'agit-il exactement? Un spot de prévention qui sera diffusé prochainement rappelle en tout cas que c'est bien la responsabilité des parents qui est engagée au premier chef. Aurélia Guillemin, Delphine Paric-Miller. Bonjour. Bonjour. C'est la charmante petite Anna. Tu en as un joli lapin? Viens, je vais t'en montrer un vrai. Ne laissez pas le danger entrer chez vous. Le clip vous choque? C'est bien là le but de la campagne de sensibilisation qui sera bientôt sur tous les écrans. Du secrétariat d'État chargé de la famille. Le danger aujourd'hui est à l'intérieur de la maison, directement dans la chambre de l'enfant. Les parents doivent en prendre conscience. Internet, le terrain de jeu favori des adolescents, mais aussi celui des pédophiles. Minette, Tazerman, Tasquette, derrière ces pseudonymes, certains avancent masqués. Eux s'infiltrent, se font passer soit pour un adolescent ou un enfant, mais peuvent aussi se faire passer pour un adulte et charmer l'adolescent ou l'adolescente en mentant sur son métier, en mentant sur différentes choses, afin de mettre en place une relation sentimentale avec l'adolescent, et souvent ça marche. Depuis 2 ans, en effet, le nombre de fugues liées à Internet a doublé. Il y a bien urgence à alerter les adolescents, mais aussi et surtout à sensibiliser leurs parents. Aucun logiciel de contrôle parental ne remplace leur vigilance. Ils parlent de toute leur vie sur leur blog. Leur blog, il est où? Sur Internet. On peut regarder ce qu'il y a dans leur blog. Bon, les parents peuvent considérer que c'est du flicage, mais c'est exactement de la même façon qu'on leur demande avec qui ils sortent le samedi soir ou voilà, dans la rue.
Aujourd'hui, 9 adolescents sur 10 disent surfer sur le net. C'est toute une génération qui est concernée. La justice encore en bref à Grenoble. Le déséquilibré qui avait mortellement poignardé un étudiant il y a 8 jours a été mis en examen et placé en détention provisoire à l'hôpital psychiatrique. Son état mental a été jugé compatible avec une présentation devant les magistrats. Il a reconnu les faits. Il s'est déclaré soulagé et aurait indiqué que des voix lui avaient demandé de tuer quelqu'un depuis 20 ans. Ce sont en tout cas les déclarations de son avocat. Deuxième titre de l'actualité, la grève des enseignants. On s'y attendait, elle a été bien suivie, surtout à l'école primaire, avec 50 à 70% de grévistes selon les sources et des manifestations dans toutes les grandes villes. Antoine Gaveau, Philippe Jasselin. Ce gouvernement ne négocie sur rien. Il passe en force. Les professeurs voient l'avenir en noir et ils ont décidé de le faire savoir au ministre. Cet après-midi à Paris, entre 9 000 et 40 000 personnes, selon les sources, sont venues protester contre les réformes de Xavier Darcos. Cette mobilisation, elle exprime un ras-le-bol profond de toute une profession face à la politique qui est menée et à la manière dont elle est traitée. Dans le collimateur des manifestants, les suppressions de postes, 13 500 prévues à la rentrée 2009, dont 3 000 RASED, les enseignants spécialisés, en tête de cortège cet après-midi. Il faut croire, même si c'est difficile, même si on sait bien que le ministre ne veut pas lâcher facilement, il faut qu'il entende que nous, on est déterminés. Autre cible des manifestants, la réforme du lycée, où certaines matières comme l'économie vont devenir optionnelles. De la maternelle à l'université, tout le corps enseignant s'est mobilisé, et dans toute la France. Entre 5 000 et 11 000 manifestants à Marseille, autant à Lyon et Toulouse, près de 5 000 à Lille, dont Martine Aubry. À Rennes, les enseignants du privé se sont aussi joints au cortège. Là, si vous voyez autant d'enseignants, y compris dans le privé, c'est qu'aujourd'hui, il y a une saturation. 100 à 200 000 personnes ont, selon les sources, manifesté dans toute la France. C'est un peu moins que lors de la dernière mobilisation. Image aussi de l'île de la Réunion, où 3 500 à 8 000 personnes ont défilé au total, notamment à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Quant au service minimum d'accueil, eh bien on s'y attendait un peu là aussi. Il n'a pas été proposé partout, loin de là. Mallory Aounou, Jean-Marc Nouknouk. Il n'y a pas de maîtresse. C'est moi qui suis la maîtresse. Pas de maîtresse, ou presque. Dans cette école de Joinville, seules 3 classes sur 9 fonctionnent. Pour les autres, il y a le service minimum, bien accueilli par les parents. On a eu un petit papier nous annonçant l'organisation de cet accueil et ça me soulage, je vais pouvoir aller au travail sereine. Tous semblent confiants, les 8 animateurs présents connaissent déjà les enfants, enfin le plus souvent. Tu mets de la neige sur les montagnes? Vous faites des montagnes d'habitude dans votre boulot? Ah non, pas du tout. Je m'occupe principalement de la facturation. Aujourd'hui, c'est une journée autre, donc je suis là et c'est très plaisant. Va courir, hein. La mairie a mobilisé ses agents pour que l'encadrement soit suffisant. Finalement, on compte un adulte pour 5 enfants. Nous avions prévu 80 enfants environ. 35 se sont présentés à l'accueil. Pourquoi on ignore les raisons? Peut-être des parents se sont-ils organisés différemment? Difficile d'anticiper. Impossible même selon la mairie de Paris, quand le primaire compte entre 50 et 70% de grévistes, comme aujourd'hui. Face aux portes closes, certaines familles se sont relayées. Venez les enfants, c'est maman. Je les ai gardés de 8h jusqu'à midi, ils ont mangé. Et là, c'est Laurence qui va les garder jusqu'à ce soir. Il y a ce service minimum d'accueil qui ne se met pas en place pour des raisons qu'on comprend, qui sont des raisons de sécurité. Donc les parents se débrouillent. Une situation que dénonce le ministre de l'Éducation. Moi je propose de passer des conventions avec des fédérations de parents d'élèves agréés et des endroits où vraiment la commune ne veut pas le faire, eh bien on trouvera des solutions avec les parents d'élèves. Soyez sages. Selon les académies, de 3 à 17% des villes n'ont pas joué le jeu du service minimum d'accueil. Des poursuites judiciaires ont été engagées. On en vient à l'économie. Cette journée aura encore vu se multiplier les signaux de récession. On va le voir dans un instant. D'abord, cette nouvelle initiative de Nicolas Sarkozy. Vous entendez parfois parler des fonds souverains. Eh bien, le président de la République a lancé un fonds souverain à la française pour épauler les entreprises vulnérables. Les montants ne sont pas tout à fait les mêmes. Explication Jean-Paul Chapelle. La conception et la fabrication de pièces d'avion, une activité stratégique que la France préfère contrôler, une main-d'œuvre très qualifiée qu'il serait dommage de délocaliser. Cette entreprise a donc le profil type pour bénéficier d'un actionnaire d'un genre nouveau, piloté par l'État. Je veux qu'on garde en France nos usines, je veux qu'on arrête le processus de délocalisation et je veux que des entreprises qui ont des potentiels de développement
puisse le faire, même si les institutions financières en ce moment sont un peu frileuses. On a pris trop de risques hier et pas assez aujourd'hui. Eh bien l'État est là. L'État est là pour investir. Un investissement minoritaire dans le capital de l'entreprise, un placement qui sera sans doute revendu dans quelques années. C'est ce qu'on appelle un fonds souverain et la France vient de créer le sien. Les fonds souverains, jusqu'à présent, on les trouvait surtout dans les pays producteurs de pétrole. Objectif, faire fructifier les milliards d'excédents générés par l'or noir. En France, rien de tel. Pour investir, l'État va devoir s'endetter de 3 milliards d'euros supplémentaires. Ces 3 milliards d'euros qui vont venir gonfler la dette publique, finalement, pour des finances publiques qui sont déjà en mauvais état, elles étaient en mauvais état avant la crise, elles sont en encore plus mauvais état désormais, eh bien, c'est quand même suffisant pour peser sur la dette. Pour créer ce fonds souverain, on ne part pas de rien. L'État et la Caisse des dépôts possèdent déjà des parts dans le capital d'entreprises comme Air France ou Renault. En tout, 14 milliards d'euros qui vont alimenter le fonds. L'argent disponible immédiatement, ce sont seulement 6 milliards d'euros. Une somme apportée à part égale par l'État et la Caisse des dépôts qui vont donc devoir emprunter. Et je vous le disais, c'est une nouvelle journée sombre pour l'économie dans le monde et en France. Premier signal, les bourses sont replongées aujourd'hui un peu partout. Regardez la courbe. À Paris, le marché est tout simplement au plus bas depuis 5 ans et demi. C'est un nouveau record à la baisse, moins 3,48% aujourd'hui. Second signal, l'automobile, secteur sinistré, annonce de nouvelles pertes d'emplois. 3550 postes supprimés chez Peugeot Citroën, dont 850 pour la seule ville de Rennes. Sur place, Éric Pinault, Michel Hiver. À Rennes, PSA a déjà remercié tous ses intérimaires. Les réductions d'effectifs touchent maintenant les salariés. Ils sont 8000. Beaucoup ont appris la nouvelle ce midi au changement d'équipe. J'ai entendu à la radio, c'est vrai que ça fait peur, parce qu'il y a du boulot nulle part. Les gens qui vont partir, ils vont aller où? Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Juste à subir, c'est tout. On annonce donc les 1700 personnes sur le site de Rennes en trop, parce que c'est carrément le mot, c'est en trop. Donc effectivement, à mon avis, les fêtes de fin d'année vont vraiment pas être agréables pour tout le monde. 900 salariés devraient être redéployés sur d'autres sites du groupe. Pour les 850 restants, la direction parle d'un plan de départ volontaire. Dans ce cadre-là, diverses mesures vont être déployées, qui iront depuis des mesures de mutation, des mesures d'incitation à création d'entreprises, des mesures destinées à permettre à des salariés d'accomplir des projets professionnels. S'agissant des mutations, les syndicats ont du mal à croire que le groupe est en mesure de convaincre 900 personnes de quitter Rennes. À l'heure actuelle, ils ont du mal à trouver déjà 50 volontaires pour partir au nez. Donc avec les chiffres que vous avez, vous imaginez bien que ça va être très difficile de trouver autant de volontaires. Congé forcé ou chômage technique, PSA Rennes avait déjà programmé un arrêt de sa production durant 1 mois à partir du 5 décembre. Les plus pessimistes redoutent une fermeture définitive. Non, répond PSA, qui annonce la fabrication d'un nouveau véhicule en 2010. Même climat aux États-Unis, empire, on l'évoquait hier, les 3 géants de l'automobile sont en train de s'effondrer. C'était inconcevable il y a encore quelques mois. Et c'est dans ce contexte que s'est ouvert le salon de l'auto à Los Angeles. Un salon, vous allez le voir, fantomatique. Envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert, Pascal Jouffriot. Au pays des stars, les belles américaines ont perdu leur splendeur. Le salon de l'automobile à Los Angeles ouvre en pleine crise économique. Carlos Ghosn, le patron de Renault-Nissan, annonce la couleur. Octobre est le pire mois de l'industrie automobile américaine depuis 25 ans. Pour Carlos Ghosn, il y a urgence. On ne peut pas demander à l'industrie d'un côté de moderniser son produit, de faire des voitures de plus en plus écologiques, de faire des voitures à zéro émission, et d'un autre côté, quand l'industrie se retourne sur les marchés financiers pour financer ses investissements, se retrouver avec une fin de non-recevoir. Côté américain, pas facile de faire bonne figure. Ford dévoile un modèle restylé, hybride. Mais le cœur n'y est pas, le spectre de la faillite se dessine. Ses dirigeants sont assiégés. Nous devons nous préparer au pire pour 2009. C'est pour ça que nous faisons pression sur Washington pour obtenir un prêt si nécessaire. Plume rose, Chrysler. Pas un admirateur pour cette berline. La foule se tourne vers la concurrence. Le futur se dessine, menaçant. Je ne pense pas qu'une faillite soit une bonne chose. Ce serait très difficile de garder la confiance des consommateurs. Donc nous essayons d'éviter ça à tout prix.
Chez General Motors, pas de conférence de presse auprès des Hummer, trop avide d'essence. Alors, en dehors du salon, nous trouvons un concessionnaire. Lui, y croit encore. Cette voiture est une voiture de désir. Personne n'en a besoin, mais ils la veulent vraiment. Alors le business va continuer. Autrefois, dans les salons, les Hummer attiraient tous les curieux. Aujourd'hui, pas grand monde. La crise est passée par là. C'est un symbole du passé. Et le monde entier est touché, image de Grande-Bretagne où Rolls-Royce annonce la suppression de 1500 à 2000 emplois dans ses usines. En Roumanie, c'est Dacia, filiale de Renault, qui va stopper sa production pendant 17 jours sur le site de Pitești où se fabrique notamment la Logan. Et puis, ironie du sort, le pétrole, dont la flambée avait accéléré la chute des ventes de voitures, a touché aujourd'hui un plus bas depuis près de 2 ans. Le baril est passé sous la barre des $50 à New York. Et pour bien mesurer l'ampleur de cette crise internationale, nous sommes allés à Dubaï, temple de la frénésie immobilière, de l'investissement débridé. Eh bien, à son tour, l'émirat est ébranlé. La dernière extravagance était inaugurée aujourd'hui, un hôtel monumental complètement fou. Mais juste à côté, la bulle spéculative est en train d'éclater. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux Renaud Bernard et Francis Bianconi. Ce soir, les stars, ce ne sont pas eux, ni Michael Jordan, le basketteur, ni Quincy Jones, le compositeur, et pas plus Kylie Minogue, la chanteuse, ou les 2000 autres invités. Ce soir, la star, c'est lui, l'Atlantis, l'hôtel qui valait 1 milliard. Les vedettes, c'est la clientèle que vise l'Atlantis. À 6 600 € la suite Neptune, il faut en avoir les moyens. Mais en prime, on peut se prendre pour le capitaine Nemo. 20 000 lieues sous les mers, le requin-baleine veille sur vous. L'hôtel est un gigantesque aquarium, 11 millions de mètres cubes d'eau, 65 000 poissons. Ceux qui approchent de la surface sont des requins noirs de récif. Ils viennent du Pacifique et ceux que vous pouvez apercevoir au fond, ce sont des requins à dents blanches. Les privilégiés peuvent nager au milieu des requins dans des tunnels en verre. C'est le pays des merveilles. Et voici Alice, la dauphine. Avec le prix du séjour, on a le droit de barboter avec elle. C'est tout simplement incroyable d'approcher de tels animaux. Ils sont si spéciaux. Alice est adorable. Dubaï, la cité État sans limite. Mohamed Yahya en a fait sa vie depuis 8 ans. Il représente une entreprise d'équipement électrique ici. Je suis venu en septembre 2000 et j'étais à l'hôtel donc ici à Jumeirah et il n'y avait pas un immeuble. Il y a quand même 25% des grues qui sont présentes à Dubaï et 25% des grues au niveau mondial. Hein. Et tout va très vite. Cet immeuble que l'on appelle la Voile a été inauguré en 1999. Aujourd'hui, il est considéré comme une antiquité. En ce moment, Mohamed Yahya supervise 1500 chantiers dans l'émirat, dont la tour Dubaï, 808 mètres de haut. Pourtant, donc c'est le Burj Dubaï, donc c'est la tour la plus haute du monde. Oui, c'est un grand chantier, hein, mais c'est quasiment fini. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est déjà dépassé? Oui, là, il passe déjà à une autre étape, oui. C'est le Waterfront qui va être un projet absolument immense, qui est plus grand que Manhattan. Toujours plus haut, toujours plus grand. Dans 2 ans sera inaugurée cette autre tour. 80 étages, 80 appartements, tous pivotants. Chaque étage pourra tourner lui-même, donc vous pouvez le programmer. Un objectif, faire de l'exception la norme. Comme ici, 31 villas de 500 mètres carrés, 5 millions d'euros pièce, que Mohamed Yahya se charge d'équiper. Et donc là, on peut commander en fait toute la lumière. On peut commander donc tous les écrans tactiles. On peut commander les volets roulants. Problème derrière des performances qui donnent le tournis, ici aussi il y a la crise. Même s'ils ont du mal à l'admettre, ces professionnels ont vu le prix de l'immobilier chuter de 50% en 2 mois. Les affaires, ça va. Doucement, doucement. Si Dieu le veut, ça s'arrangera. Thank you. Thank you very much. Hein? Thank you. Tours vides, immeubles alloués, Dubaï brade. Sur l'île artificielle The Palm, les villas ont même du mal à trouver preneur. Et le prince Bin Sulayem, le bras droit de l'émir en charge des affaires économiques, est anxieux. Il est en service commandé permanent depuis le début de la crise pour séduire les investisseurs. On vendait des centaines de biens chaque semaine. Aujourd'hui, j'en vends peut-être 10 par semaine. Dubaï n'est finalement qu'un mirage économique qui risque bien de se dissiper. Pour la première fois de son histoire, Dubaï envisage d'appeler à la rescousse son puissant voisin, l'émirat d'Abu Dhabi, qui dispose de l'un des fonds souverains les plus riches de la planète. Il est doté d'1 milliard d'euros.
Il est 20h18, à suivre. 230 000 adhérents du Parti Socialiste votent pour choisir leur chef. Les résultats seront connus ce soir. Dans 10 jours, le monde se retrouve pour un nouveau sommet sur l'environnement. Nous verrons tout à l'heure comment la forêt amazonienne est grignotée par la ville. Et puis un rocker à l'opéra. Sting change de registre sur la scène du Châtelet à Paris. Vous jugerez vous-même s'il est à la hauteur. Mais d'abord, ce chiffre qui frappe les esprits et qui en dit long sur l'évolution de la famille en France. Aujourd'hui, un enfant sur 4 vit avec un seul de ses parents. Les divorces, les séparations se banalisent, on le sait, mais ils continuent à augmenter. C'est le principal enseignement du rapport 2008 de la Défenseure des enfants, rendu public ce jeudi. Le détail de ces chiffres d'abord avec Cécile Tartakovsky et Mathieu Drejoux. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un enfant sur 4 ne vit pas avec ses deux parents. Parmi eux, près de 85% des enfants de parents séparés vivent avec leur maman et seulement un quart d'entre eux réussissent à voir leur papa au moins une fois par semaine. Sabine Cronier fait partie de ce schéma familial. Depuis son divorce il y a 10 ans, elle élève ses 3 enfants et gère seule leur quotidien. Aujourd'hui par exemple, sa fille Clémence est malade. Du coup, cette maman chef d'entreprise a dû annuler tous ses rendez-vous. C'est finalement une vie d'organisation, tout le temps. Que ça soit la journée, quand vous travaillez, vous avez 3 enfants, il y en a un qui vous appelle parce que ça va pas, parce qu'il y a un problème, ou là il faut réagir tout de suite. C'est une organisation financière pour subvenir aux besoins de tout le monde. En 10 ans, cette tendance n'a cessé de s'amplifier, en cause les bouleversements dans les modes de vie familiaux. Avant, la monoparentalité, c'était essentiellement du veuvage. Maintenant, c'est essentiellement des séparations ou des divorces. L'union entre 2 personnes se fait essentiellement sur des sentiments et non plus comme avant sur l'argent ou sur la classe sociale. 50% des familles monoparentales se sont constituées durant les 7 dernières années. Ce qui était hier l'exception est presque devenu la règle. Alors le divorce se banalise, mais il faut savoir tout de même que dans 15% des cas, la séparation vire au conflit, 15% encore aujourd'hui. Parfois, lorsque les parents ne s'adressent plus du tout la parole, des médiateurs peuvent intervenir avec toujours le même objectif, l'intérêt des enfants. Voici comment fonctionnent ces structures. Reportage Laetitia Legendre-Trousset, Michael Cario. Pas un regard, pas un geste vers l'autre. Les parents de Manon arrivent ensemble, mais leurs chemins se sont séparés depuis des mois. Le père de la petite fille la voit 2 fois 2 heures par semaine, dans un lieu neutre, sécurisé, afin d'éviter tout conflit. Une solution idéale pour ses 2 parents, et surtout pour elle. Si sa maman, elle voit sa maman pleurer après la visite, ou si elle voit que sa maman est pas bien, c'est pas une solution pour la petite. Depuis 20 ans, ce lieu accueille des parents qui souvent se déchirent. Impossible pour certains de se parler, de se croiser. Petit à petit, ils réapprennent à dialoguer. Et quand il y avait des crises, des disputes, votre fille se retrouvait au milieu? Par moment, oui. Des fois, oui. Épargner leur fille, une priorité aussi pour les parents de Jessica. Dans l'attente d'un jugement, ce père voit désormais sa fille 1 journée par semaine. Auparavant, c'était loin d'être le cas. Elle souffrait dans la mesure où, en fait, elle se demandait si son papa était toujours en vie finalement. C'est comme elle ne le voyait plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être papa gâteau, papa souvenir, papa action, mais juste une histoire de quelques heures par semaine. Enfants ballottés, pris à témoin, culpabilisés. En cas de conflit, ils deviennent vite un enjeu, même si les parents cherchent à les protéger. Ma maman et mon papa ne s'aimaient plus. Ils ont décidé de se séparer. Et c'est important pour toi de voir ton papa, souvent? La séparation elle-même, c'est pas ce qui est le plus douloureux. Ce qui est infernal, c'est dénigrer l'autre parent, c'est qu'on a l'enfant doit choisir entre 2 parents, c'est que l'enfant n'ait pas le droit d'aimer ses 2 parents. Financé en partie par le Conseil général, ce lieu accueille chaque année 250 familles, souvent orientées par la justice. Certains y viennent pour quelques mois, d'autres pendant des années. Tu les dis à bientôt? Le temps qu'il faut pour se retrouver. On en vient à la politique. C'est le jour J au Parti Socialiste où les adhérents sont invités à voter ce soir, entre 17h et 22h très exactement. Bonsoir Jeff Wittenberg, vous êtes en direct au siège du PS. Dans quel climat se déroule ce vote ?
Bonsoir David. Eh bien, écoutez, tout d'abord je vais vous montrer le bulletin de vote qui est proposé effectivement à tous les militants socialistes, vous l'avez dit, depuis 17h et jusqu'à 22h. Vous voyez comment ça se présente. Il y a le nom des 3 candidats, Aubry à Mont-Royal, l'ordre est alphabétique, la photo et une case qu'il suffit de cocher. Les 3 intéressés ont évidemment voté eux-mêmes. Martine Aubry plus exactement a déposé son bulletin dans l'urne à Lille, qui est son fief naturellement. C'est là qu'elle va passer la soirée, qu'elle va attendre et commenter les résultats. Benoît Hamon, lui, a voté dans l'Essonne. C'est là qu'il milite. Il a prévu de venir au siège du PS rue de Solferino et, s'il est qualifié pour le second tour, d'aller déboucher une bouteille de champagne dans le café qui fait face au siège du PS. Ségolène Royal, elle, de toute façon, réunit ses amis dans un café du centre de Paris. Ce que je peux vous dire, effectivement, c'est que l'ambiance est électrique, beaucoup plus qu'il y a 15 jours pour le vote d'émotion. Pourquoi? Parce qu'on arrive à la fin de ce long processus qui a mis les nerfs des militants un petit peu à vif. On saura dans 48 heures qui va diriger le PS et c'est vrai que l'incertitude est totale. Tout est possible, si j'ose dire. Merci Jeff. Oui, vous dites dans 48 heures parce que en cas d'absence de majorité absolue ce soir ou dans la nuit, eh bien, il y aura un second tour demain. En bref, une nouvelle distinction pour Simone Veil, figure de la politique française, ancienne ministre, ancienne présidente du Parlement européen. Elle a été élue à l'Académie française tout à l'heure à une large majorité et ce dès le premier tour. Elle occupera le fauteuil de Pierre Messmer, image signée Alain Locascio. L'actualité à l'étranger avec le grand rendez-vous des moines tibétains face à leur destin. À Dharamsala en Inde, 500 leaders venus du monde entier sont réunis pour réfléchir à l'avenir du mouvement. Après l'échec des négociations avec la Chine, la stratégie du dialogue prônée par le Dalai Lama ne fait pas l'unanimité. Envoyés spéciaux Arnaud Miguet, Dominique Marotel. On l'appelle la petite Lhasa. Dharamshala, cette ville indienne perchée sur les contreforts de l'Himalaya, a tout d'un petit Tibet. Dans le temple principal de la capitale des Tibétains en exil, les moines bouddhistes, dès l'aube, répètent leurs mantras et prient en musique. Ancien bonze, Thupten Gyatso connaît bien ce lieu. Il a quitté son Tibet natal il y a 16 ans pour se réfugier en Inde, puis en France. Aujourd'hui, il participe à cette consultation extraordinaire à huis clos, voulue par le Dalai Lama pour redéfinir la stratégie face à la Chine. Jusqu'à présent, la ligne officielle était la voie médiane, c'est-à-dire le dialogue pour l'autonomie du Tibet. Je soutiens toujours à la politique de voie de milieu parce que c'est vraiment fondé sur des raisons et la sagesse. Et deuxièmement, donc, il y a des Tibétains qui aussi également souhaitent se battre pour l'indépendance. Car face à la répression chinoise dans cette province annexée en 1951 et depuis les manifestations du printemps dernier à Lhasa au Tibet, il n'est plus désormais tabou d'envisager une radicalisation. Le chef de file de cette nouvelle génération, c'est lui, on l'appelle le Tché tibétain. Sa lutte, c'est une lutte d'indépendance pure et simple. Nous sommes 6 millions de Tibétains et nous pouvons secouer la base même de l'impérialisme colonial chinois. Nous respectons la culture et la nation chinoise, mais ils doivent nous respecter aussi. Les Tibétains cherchent désormais leur voie. Mais conformément aux enseignements du Dalai Lama, ils resteront attachés à la non-violence. Les conclusions de ce rassemblement seront connues samedi. Le Dalai Lama fera connaître sa réaction dimanche. Pour sa part, la Chine a déjà annoncé la couleur. Pour Pékin, ce rassemblement ne mènera nulle part. En bref, on l'évoquait hier, Rose Kabuye, une proche du président du Rwanda extradée vers la France, a été mise en examen pour complicité d'assassinat dans l'enquête sur la mort du président Habyarimana en 1994 qui aurait déclenché la guerre civile et le génocide. Elle a été laissée en liberté sous contrôle judiciaire. Je n'ai pas peur parce que je suis innocente, dit-elle. Image signée Arnaud Jacques. L'environnement, vous en entendrez parler dans 10 jours. Le monde se retrouve pour un nouveau sommet sur l'émission des gaz à effet de serre. Il s'agit de donner une suite au protocole de Kyoto. L'un des poumons à oxygène de la Terre, vous le savez, c'est la forêt amazonienne en Amérique du Sud, la plus grande du monde. Problème, elle est peu à peu grignotée par la ville. En voici une illustration très concrète. Nos envoyés spéciaux se sont rendus à Manaus. C'était une petite cité. Elle est aujourd'hui grande comme 10 fois Paris, au cœur de la jungle. Reportage Jean-François Firet, Vivien Roussel. Sur des milliers de kilomètres à la ronde, on ne voit que la jungle et les fleuves. Et au centre, une ville. Si petite à l'échelle de la nature, mais en fait immense. 2 millions d'habitants, 11 500 km², 10 fois Paris. Là où avant il n'y avait que ça, la forêt.
Chaque année, l'Amazonie recule de 20 000 km², tandis que l'agglomération, elle, gagne du terrain. Le développement économique avant tout. Voici la zone industrielle de Manaus, le district, comme on l'appelle ici. 3 900 hectares sacrifiés pour créer le pôle le plus compétitif du Brésil. Ana Maria Souza, l'une des dirigeantes, nous emmène pour la visite. Ici, on a LG, Honda, Nokia et puis plein d'autres aussi. 500 entreprises attirées par la fiscalité, pas de taxes à l'importation et des réductions jusqu'à 100% sur les impôts locaux. La directrice l'assure, la pollution est minime. Le district rapporte 8 milliards de dollars à la ville. C'est autant d'argent que l'on peut investir dans la préservation de l'Amazonie. Mais surtout, ça crée beaucoup d'emplois. Les gens n'ont plus besoin d'aller travailler en forêt, de couper les arbres. Ainsi, on préserve 98% de la forêt de la région. Au total, le district représente 500 000 emplois et a fait de Manaus un Eldorado. Les plus gros salaires vivent dans ces grands immeubles modernes. Les autres, petites mains aux nouveaux arrivants, où ils peuvent, c'est-à-dire en forêt. Ça et là apparaissent des amoncellements de baraques faites de bois ou de carton. Une invasion de l'Amazonie qui a fait se décupler la ville. Thérèse Aubreton est historienne, française, installée à Manaus depuis 28 ans. À son arrivée ici, il n'y avait rien. C'est une situation à la limite infernale parce que aussitôt qu'une aire occupée par les gens est légalisée, on va en occuper une autre. Donc on gagne petit à petit sur la forêt comme ça. Dans ce bidonville, ils sont 300. Parmi eux, Erika et sa famille. Ils vivent ici depuis 6 mois en attente de meilleurs revenus. Tant pis pour la forêt, ils disent ne pas avoir d'autre choix. Avec cette occupation, on a réussi à avoir un petit terrain à nous. Avant, on vivait chez ma belle-mère, on était en location. Alors ici, ça a été une opportunité. C'est toujours mieux que de payer un loyer. Pour cette population, l'écologie est encore un concept abstrait. Le centre-ville de Manaus ressemble à n'importe quel autre. Pas vraiment l'image que l'on se fait d'une ville en pleine Amazonie. Vous les Européens, vous n'avez que ce mot-là à la bouche, écologie. Bien sûr qu'il faut protéger la forêt. Mais nous, à Manaus, on a aussi besoin de meilleures routes et de nouveaux égouts. Il faut trouver le moyen de concilier les deux. On a de l'espace ici. Pourquoi on n'en profiterait pas? Les grands travaux, justement, ont commencé. Raccordement en gaz naturel et recouvrement des igarapés, ces petits ruisseaux qui serpentaient autrefois en pleine nature. Pour continuer de se développer, Manaus va devoir gagner encore un peu plus sur la forêt. Prochaine étape, la construction d'autoroutes vers les pays voisins, la Bolivie et le Venezuela, c'est-à-dire en pleine jungle amazonienne. Début des travaux fin 2009. Retour en France, c'est la semaine nationale pour l'emploi des handicapés. Ce soir, nous nous sommes intéressés à la reconversion des athlètes de haut niveau. Comment font-ils pour assurer leur avenir professionnel? Élément de réponse avec Nicolas Châteauneuf, Laurence Cuvillier et David Fossard. Nantonin Keita est l'une des meilleures athlètes handisport en France. Son problème de vue ne l'a pas empêché de décrocher la médaille d'argent sur 200 mètres à Pékin. Une médaille gagnée par ses efforts, mais aussi un peu grâce à son employeur. Une entreprise de téléphonie qui lui permet de travailler à mi-temps, payé plein temps. Le souci, c'est que j'étais sportive de haut niveau et que j'avais préparé les Jeux et que donc je ne pouvais pas travailler 35 heures par semaine. Et là, mon directeur il m'a dit, il n'y a pas de souci, dis-nous, fais-nous ton emploi du temps et puis nous on s'adapte, quoi. Claude Issora, lui, a remporté en tout 13 médailles, dont 7 en or. Pendant sa brillante carrière sportive, son employeur lui a fait bénéficier du même dispositif que Nantonin. Mais aujourd'hui, à 43 ans, les podiums olympiques, c'est fini. Il vend des téléphones à plein temps. Si je n'aurais pas eu ce travail, je pense que je serais chez moi en train de me tourner les pouces. Dans l'athlétisme handisport, après la compétition, il y a peu de débouchés. Claude a beau entraîner le champion du monde junior, il le fait sur son temps libre. Les structures nationales n'ont pas de moyens. Je dirais avant tout c'est un plaisir, sinon je ne le ferai pas. Après je dirais aussi c'est un devoir car je dois apporter tout ce qu'on m'a apporté pendant ma carrière. C'est-à-dire si j'ai réussi il y a quelques années, c'est parce qu'il y en a d'autres qui m'ont aidé aussi, quoi. Quand on est sportif handisport, il faut bien préparer sa reconversion. Car Claude et Nantonin le savent, pour les handicapés, l'accès au travail est toujours plus difficile.
Et notez ce soir ce documentaire sur notre antenne, le parcours pendant 2 ans de 4 athlètes françaises avant les Paralympiques de Pékin. C'est à suivre à partir de 23h sur France 2 donc. Le contre-pied de Sting. Tout le monde connaît le bassiste, le chanteur. Il est l'une des stars du rock depuis près de 30 ans, notamment avec son groupe Police. Eh bien le voici chantant de l'opéra en compagnie d'un autre rocker, Elvis Costello. C'est à découvrir au Théâtre du Châtelet à Paris jusqu'au 25 novembre. Laurence Cuvillier, Emmanuel Morel. Ça, c'est le Sting qu'on connaît. Devant 80 000 fans avec Police. Métamorphose. Il lâche sa guitare, prend des fleurs et un rôle d'amoureux transi. Tendez l'oreille. Il chante en français. Exercice risqué. Oui. En plus, quand tout le public est français, c'est difficile, mais ça donnait quoi? Ça donnait que certaines sont tombées sous le charme. Dans Welcome to the Voice, Sting est un ouvrier métallo, amoureux d'une chanteuse d'opéra. Sting ne joue pas les ténors. Il garde sa voix rock. L'opéra, il l'avait déjà effleuré il y a 12 ans avec Pavarotti. À 57 ans, il veut continuer à apprendre. On s'est porté volontaire pour faire ça. Pour une simple raison, on voulait que les chanteurs d'opéra nous apprennent des choses. Mais c'est génial, c'est un challenge. Autre surprise, son fils l'accompagne sur scène. Rockstar ou apprenti ténor, Sting attire toujours les regards. 2 images de football pour son dernier match de l'année. L'équipe de France n'a pas brillé hier soir face à l'Uruguay. 0 partout, ni but, ni sifflet pendant la Marseillaise. Une entrée remarquée, celle de Steve Savidan pour sa première sélection. Il s'est mis en évidence, notamment sur ce retourné. Et puis c'est un retour gagnant pour Diego Maradona, on en parlait hier, pour son premier match au poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Eh bien l'Argentine s'est imposée hier soir face à l'Écosse, 1-0, but signé Maxi Rodriguez. Il est content, Diego Maradona. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. C'est parti depuis 17h pour le vote au Parti Socialiste. 230 000 militants sont appelés à élire leur chef. Résultat dans la nuit, en cas d'absence de majorité absolue, il y aura un second tour demain. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Tania Young, 20h50, envoyé spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. Et au sommaire notamment, prison. Que se passe-t-il vraiment derrière les murs? Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.